accablé par le pouvoir, soumis à la vigilance silencieuse de ceux qu'il appelait alliés, et marqué dans sa propre chair par une tentative d'assassinat, Guilliman se préparait à accueillir son frère, Lionel Johnson. Ce n'était pas seulement la rencontre de deux primarques, mais celle de deux visions du futur pour l'Imperium. Si l'arrivée du primarque des Dark Angels apportait une lueur d'espoir en ces heures funestes, une ombre planait néanmoins sur leur réunion. Malgré l'admiration sincère qu'il portait à son aîné, Guilliman ne pouvait ignorer une noirceur latente dans le cœur du lion, une part insondable qui, dans ce théâtre de trahison, semblait prête à se révéler. L'arrivée du lion sur Macragge n'était pas le fruit d'un simple hasard malgré ce que l'histoire s'efforça de raconter. Les plans de vol révèlent une vérité plus troublante. Après les événements sanglants de Tramas, qui virent la dispersion des Night Lords dans le sillage de la disparition mystérieuse de leur primarque Konrad Curze, le lion avait consciemment choisi de se diriger vers Macragge, attiré par les rumeurs persistantes d'une potentielle sécession d'Ultramar. Cette révélation jette une lumière nouvelle sur l'imposante flotte d'Archangel qui apparut dans l'orbite de Macragge. Une force qui, loin d'être une simple visite diplomatique, semblait prête à imposer sa volonté par le fer et le feu si nécessaire. Cependant, et malgré ses doutes intérieurs, Guilliman accueillit le lion avec toute la grandeur et le protocole que méritait un primarque. Sous le souffle puissant de 6 grands corps des anciens rois guerriers, une cérémonie majestueuse fut orchestrée. Une fanfare de la 13e Légion retentit, tandis que près de 9000 ultramarines formèrent une garde d'honneur impeccable. Sur les avenues adjacentes, 47 000 soldats tenèrent leur position, et 1 million de civils envahirent les rues pour apercevoir le lion et ses légendaires Dark Angels. Le ciel de Macragge Civitas se remplit d'une flotte impressionnante. Les Warhawks, noirs comme le vide, aux ailes ornées d'un vert sombre évoquant les forêts primordiales, fondaient les cieux escortés par les Thunderhawks parfaitement synchronisés. Puis, dans un balai aérien minutieux, des navettes de débarquement se posèrent. 2000 Dark Angels descendirent en rang impeccable, déployés entre les colonnades, traversant la place dans un silence solennel, d'un pas martial parfait. Chaque mouvement témoignait d'une discipline implacable, un spectacle à la fois grandiose et oppressant. Le lion émergea finalement de la rampe du Warhawk en tête, une silhouette imposante, drapé dans sa cape sombre, son casque majestueux sous les bras. De l'autre côté de la place, Guilliman, vêtu de sa splendide armure de parade, s'avança avec la grâce et la dignité d'un souverain. Les deux frères progressèrent l'un vers l'autre à travers une place vibrante de ferveur, avant de se serrer dans une étreinte aussi puissante que symbolique, sous les acclamations assourdissantes de la foule en délire. Après cette démonstration publique d'unité, ils entreprirent une inspection officielle des splendeurs de Macragge Civitas, capitale resplendissante des ultramarines, où l'ordre et la grandeur témoignaient de l'ingéniosité de Guilliman. Mais une fois les cérémonies achevées, les deux primarques se retirèrent dans le sanctuaire austère de la forteresse de Héra. Là, à l'abri des regards et des attentes,
Ils se parlèrent enfin en frères, en guerriers et en architectes d'un impérium en ruine. Dans l'intimité solennelle des quartiers privés, Guilliman et le lion se retrouvèrent au sein d'une pièce subtilement éclairée, où le scintillement des chandeliers d'argent dansait avec les ombres projetées sur des murs magnifiquement ornés de fresques épiques. Dans une salle aux proportions titanesques, trônait une table monumentale, sculptée dans le granit noir extrait des majestueuses montagnes de Macragge. Elle régnait sur la pièce, austère et majestueuse, symbole silencieux des ambitions évanouies de son créateur. Autour d'elle, 21 sièges massifs étaient disposés. Ils étaient autant de trônes qu'autant de tombeaux. Le plus grand, à la tête de la table, était drapé d'un étendard usé, portant le sigle impérial de Terra. Il était le seul à afficher encore la gloire passée de leur père, mais son tissu s'effilochait au bord, signe des années de guerre et de désillusion. Deux autres, vides et ternes, n'étaient recouverts que de simples tissus décolorés, ombres de frères perdus à jamais, leurs noms bannis, leurs existences effacées des mémoires officielles. Les 18 sièges restants brillaient toujours de l'éclat des légions Astartés, ornés de bannières aux couleurs vibrantes, des motifs brodés représentant des mondes conquis, des victoires partagées, des serments d'allégeance. Mais sous cet éclat persistant, un spectateur attentif pouvait déceler les failles. Les bannières étaient devenues des reliques, non des promesses de demain, mais des souvenirs d'hier. Guilliman s'y tenait, droit et immobile, comme un homme face à sa propre conscience. Cette salle, il l'avait conçue dans un élan d'idéalisme, croyant qu'un jour elle deviendrait le cœur d'une humanité réconciliée, unie sous l'autorité de leur père. Il avait rêvé de débats féconds, de stratégies forgées pour guider l'impérium vers un âge d'or. Mais aujourd'hui, elle n'était qu'un mausolée à ciel ouvert, un monument funèbre dédié à des idéaux brisés par la guerre et la trahison. Le lion entra en silence, son armure brillant faiblement sous les lueurs tamisées des candélabres. Son regard, tranchant comme une épée, s'attarda sur chaque trône, chaque bannière, comme s'il pouvait lire dans la pierre et les tissus et les cicatrices des légions et des hommes qu'ils avaient autrefois conduits. Il s'avança lentement jusqu'à se tenir en face de Guilliman. C'est dans cette chambre chargée de symboles que Guilliman dévoila ses intentions au lion, levant le voile sur son projet audacieux, la fondation d'un deuxième impérium. Les mots du fils vengeur résonnèrent dans la pièce comme un serment face à l'abîme. Il expliqua sans détour que ce rêve, bien qu'imparfait, était leur seule chance de préserver ne serait-ce qu'une fraction de ce pourquoi ils avaient tous combattu. Sous le regard des statues austères et des bannières immobiles, Guilliman acheva son plaidoyer. Sa voix s'éteignit en un souffle lorsqu'il prononça son ultime proposition. Que le lion, son frère, prenne la régence de l'impérium Segandus. Ses yeux semblaient perdus, mais pas dans la contemplation de l'avenir. Non, il scrutait les méandres de souvenirs qu'il était le seul à porter. Des champs de bataille baignés de sang, des serments échangés entre frères, et les visages de ceux qui, un à un, s'étaient effacés, emportés par la trahison ou la mort. Le silence se prolongea, si profond que Guilliman lui-même sentit le poids du doute peser sur ses épaules. Mais enfin, le lion parla. Sa voix grave et froide, comme l'acier, trancha l'atmosphère comme une lame. Il rassura Guilliman d'un ton mesuré, reconnaissant la clarté et la noblesse de son plan. Pourtant,
Ces mots portaient une vérité crue, une insinuation à peine voilée. Gilliman lui exposait une vision, un rêve, non un plan de bataille. Al Johnson n'était pas un rêveur, mais un stratège, un homme façonné sur l'enclume des exigences impitoyables de la guerre. Ces mots, bien qu'échangés dans une intimité fraternelle, résonnèrent dans la vaste salle comme un glas. Le rêve fragile de l'Imperium Secundus venait de rencontrer la dure réalité des cendres laissées par la grande croisade et l'hérésie. Gilliman, malgré son cœur alourdi, se redressa. Il savait que son frère avait raison. Mais cela n'atténuait en rien la douleur de voir son espoir, si soigneusement forgé, s'effriter comme du verre brisé. Avant l'arrivée de Johnson sur Macragge, un épisode crucial, longtemps laissé dans l'ombre, occupa toute l'attention de Gilliman. Alors qu'il s'efforçait de bâtir les fondations de l'Imperium Secundus, un événement singulier vint ébranler les certitudes sur Macragge. Les cieux se déchirèrent soudainement, traversés par une lumière ardente qui embrasa l'atmosphère comme une flèche inexorable. L'objet, semblable à une étoile déchue, fondit les défenses orbitales et percuta la surface de la planète avec une violence cataclysmique. L'impact ébranla le sol et laissa derrière lui une cicatrice béante, témoin d'un événement aussi mystérieux qu'inattendu. C'est alors que Gilliman, perplexe et alerte, dépêcha ses agents pour enquêter sur cet étrange phénomène. Les ultramarines arrivèrent sur le site encore fumant, entourés par des vents glaciales qui s'entremêlaient aux vapeurs brûlantes. Au cœur des décombres, les adeptes Mechanicus, avançant sur leurs 6 pattes articulées, s'attelèrent à éteindre les flammes qui dévoraient les vestiges d'une structure voisine. Ce fut alors qu'ils découvrirent une silhouette immense, une figure d'une étrangeté frappante. Au départ, elle fut prise pour une statue à moitié fendue par le brasier, une relique massive et muette. Valentus Dolor, tétrarque de Gilliman, s'approcha prudemment, réalisant peu à peu l'inconcevable. Ce n'était pas une œuvre d'art ou une relique, mais un corps calciné, écrasé par l'impact, où chaque os semblait avoir été pulvérisé par la force de la chute. Pourtant, une énigme demeurait. Pourquoi ce corps n'avait-il pas été entièrement vaporisé dans l'enfer de la rentrée atmosphérique? Cette question obsédante poussait Dolor à mobiliser une équipe médicale complète pour une analyse approfondie. Le corps fut transporté dans les profondeurs de la forteresse de Gilliman, dans un hall médical isolé, fermé et surveillé par des gardes d'élite. Là, dans une pièce sécurisée et scellée, l'impossible se produisit. Ce cadavre, que tous croyaient dépourvu de vie, commença à se régénérer. La vie revint dans ses veines calcinées. Vulcan, le primarque des Salamanders, ressuscita. Mais cette renaissance miraculeuse était teintée d'horreur. Une scène sombre et empreinte de tragédie. Vulcan, autrefois un guerrier inébranlable, se retrouva brisé dans une cellule d'isolement. Sa peau noire et d'aspect volcanique
semblait irradier d'une chaleur inquiétante. Ses yeux rouges étincelants révélaient une souffrance indicible. Nu et vulnérable, il hurlait avec une fureur dévastatrice. Ses poings frappaient les murs froids de la cellule avec une force presque surnaturelle. Ses cris, mêlés à des paroles incohérentes, résonnaient dans l'espace confiné comme autant d'échos de sa folie patente. Ce n'était plus seulement un Primarque qui luttait, mais un esprit tourmenté marqué à jamais par les supplices infligés par Konrad Kurz. Guilliman, informé de cet événement extraordinaire, descendit en toute hâte pour contempler cette résurrection qui défiait la raison. Mais ce qu'il trouva ne ressemblait plus au Seigneur des Dracs qu'il avait connu, mais une ombre brisée, consumée par les horreurs qu'elle avait subies. Alors que la flotte d'Archangels perçait l'immatérium en destination de Macragge, Guilliman prit une décision déchirante. Il ordonna que la résurrection de Vulcan soit tenue secrète, et cela aux dépens même de Johnson. Quant à Vulcan, dans sa folie apparente, semblait percevoir la menace tapie dans l'ombre du néant. Son esprit brisé s'acharnait à formuler un avertissement, rappelant sans cesse le nom Konrad Kurz. Ce lien mystérieux, cet instinct primitif, semblait vouloir protéger Macragge du danger qui planait sur elle, et qui ne tarderait pas à faire jaillir des flots de sang sous les fondations fragiles de l'Imperium Secundus.